Sur l'Aquarius? Oui. Oui. Vous veniez de dire un truc. Donc, c'est un affréteur. Votre budget annuel, c'est combien? Le budget de l'opération est d'un peu plus de 4 millions d'euros par an. D'accord. Et le budget total de votre ONG, c'est 4 millions aussi? Bah oui, alors oui. D'où vient l'argent? Alors l'argent de SOS Méditerranée est à 95% sur les comptes de l'année dernière et probablement un peu plus cette année, 95% issus de fonds privés, de donations d'individus et d'entreprises, de quelques entreprises, mais je les ai pas en tête, c'est plutôt des petites entreprises, des produits partage. Je n'ai pas en tête d'énormes entreprises qui nous Grand groupe, non, pas pas du tout. Georges Soros n'est pas derrière. Non, je l'ai lu aussi 1000 fois, Georges Soros. Je l'ai lu pas que pour SOS Méditerranée, pour plein d'autres choses. Non, ça c'est typiquement dans le domaine des fake news. Non, SOS est financé par des donations de vous, de moi, d'individus. Principalement en France, même si nous sommes depuis le premier jour une organisation européenne. SOS Méditerranée s'est créé simultanément en Allemagne et en France, puis s'est étendu en Italie et en Suisse. Comment on fait pour vous donner des sous? Eh ben, on nous envoie un chèque, tout simplement. Quelle adresse? Alors, il y a une adresse sur le site internet, c'est une boîte postale, c'est comme ça que ça arrive. Simplement, on peut aussi nous faire un don par internet, c'est comme ça que la plupart des donateurs nous soutiennent. Déductible? C'est déductible aussi. 66%? À 66% des impôts en France, oui. On a eu la grande majorité des sauvetages qu'on a fait sont des bateaux en plastique. J'ose même pas les appeler des Zodiacs parce que la qualité est pas faite pour que ça flotte plus de quelques milles. C'est des choses qui sont fabriquées, me dit-on, en Chine. Il y a tout un trafic de ces embarcations qui sont grosso modo à peu près de la qualité d'un jouet de piscine, à peu près, pour vous donner une idée, ou d'une bouée pour enfants. Simplement, vous l'imaginez sur une dizaine de mètres de long, 2 mètres de large, 2,50 mètres de large, et vous imaginez 120 personnes là-dessus. Et donc, beaucoup des sauvetages ont été de ce type-là, ce qu'on appelle un rubber boat, un bout de plastique, avec un fond plus ou moins solidifié, avec du contreplaqué, fait à la va-vite, avec des clous qui sortent. On a récupéré plein de gens, malheureusement blessés, parce qu'entassés là-dedans pendant des heures. Un tout petit moteur derrière, et puis des gens qui nous racontent assez systématiquement à peu près le même mode opératoire. Alors leurs histoires sont différentes, ils viennent de centres de détention, puis ils ont été embarqués, ils savent plus trop, puis on comprend qu'ils ont été probablement dans des centres de détention illégaux. C'était ça votre question, vous parliez des esclaves. Ça fait un an qu'on a eu ce reportage de CNN où ça a été montré au grand jour, mais des gens nous racontent ça aussi. Ils ont été forcés à travailler pour rembourser une dette, ils ont été torturés et filmés en même temps pour que les images soient envoyées au pays, pour que les gens ont été frappés, les gens ont été violés, les gens ont été forcés d'assister à des viols, forcés de violer des gens, enfin tout un tas de choses horribles. Et donc ces gens sont dans ce système, ils sont baladés d'un endroit à l'autre et puis d'un seul coup, un matin, la dette a été payée, le transfert a été envoyé du pays par la famille, ou simplement il faut remplir un bateau. Et ils nous racontent se retrouver sur des plages, balader en camion au milieu de la nuit, se retrouver sur une plage et être poussés littéralement dans ces canaux et entassés à 120 personnes. Et parfois de force, on a eu des témoignages de personnes recueillies sur l'Aquarius qui disaient avoir voulu s'opposer parce qu'elles ont bien compris que ce bout de plastique ira pas bien loin et que là elles risquent leur vie et forcées à monter, y compris par les passeurs. Forcées à monter, c'est-à-dire quelqu'un avec une arme. Quelqu'un avec une arme. On a récupéré sur l'Aquarius des gens blessés par balle parce que au moment de l'embarquement il y avait eu des tirs. Et ces gens-là sont poussés, vraiment littéralement poussés à la mer. Un endroit au large de la Libye où on a souvent récupéré des embarcations, fait des sauvetages. Non, pas du tout, au large des eaux libyennes, dans les eaux internationales. C'est une zone de plateforme pétrolière. Il y a une zone au large de la Libye, au nord de la Libye, où il y a des plateformes pétrolières. Et souvent, les passeurs disent aux gens, la lumière là-bas que vous voyez, donc imaginez une plateforme pétrolière à 50 000 des côtes, c'est l'Italie. Et les gens avancent. Et on est à 1/20 du chemin pour aller jusqu'en Italie. Donc les gens sont poussés comme ça à la mer. Et puis ensuite, ils sont à la dérive. Et s'ils ont un peu de chance, ils tombent sur un bateau. Et s'ils n'ont pas de chance, c'est le temps de survie de leur embarcation qui va déterminer leur sort. Et ces gens périssent en mer. Aujourd'hui, depuis 2014, l'Organisation internationale des migrations, l'Agence des Nations Unies, qui essaye de tenir un décompte, c'est pas simple. Comment, d'ailleurs? Alors, l'OIM considère qu'il y a 15 000 personnes à peu près qui sont mortes en Méditerranée centrale depuis 2014.
c'est la logique du droit maritime, faisait intervenir l'ensemble des navires sur place, donc les navires d'ONG, les navires gouvernementaux, non gouvernementaux, ça n'a aucune espèce d'importance. Il y a un devoir de toute embarcation de faire le maximum pour venir au secours d'une embarcation en détresse. Quand Marine Le Pen dit que vous faites l'auxiliaire des passeurs, ça vous fait quoi? Ça nous fait mal, parce que c'est faux, c'est complètement faux. Ça sous-entend une espèce de complicité avec ce qui se passe en Libye, et c'est un petit peu confondre la conséquence. Nous, on est là en train de traiter et de parer à l'urgence, de faire en sorte que des gens ne se noient pas, avec la cause, et on n'a rien à voir avec la cause aujourd'hui. On n'a rien à voir avec tout ce qui se passe en Libye, avec ce système de passeurs, avec... Et ça, c'est un discours qui malheureusement, a tendance à s'ancrer, qui n'est pas spécifique à la Méditerranée centrale, d'ailleurs. On dit souvent, on en parlait en début d'entretien, que oui, les ONG sont complices des problèmes qu'elles prétendent soigner. C'est un vrai enjeu. Aujourd'hui, il y a ce fameux mythe qui est repris très souvent par pas mal de responsables politiques, et on le dénonce systématiquement. Lesquels? Des responsables politiques, Monsieur Salvini, vous en parliez, en est un, mais des journalistes, des responsables politiques français l'ont fait récemment. Cette histoire de les ONG sont complices des passeurs, ou en tout cas sont un comment dire, une incitation. Le fait que des gens soient là pour secourir sont une incitation au fait que les gens partent. C'est ce qu'on appelle le pull factor en anglais. On serait une espèce de d'aimant, une espèce d'attrait, et ça d'espoir. Et donc, par notre simple présence, on créerait nous-mêmes le problème qui fait que des gens partent. Non, des gens partent d'abord parce qu'il y a un push factor. Des gens partent de Libye parce qu'ils s'enfuient de Libye. Et ça, c'est assez incohérent, parce que l'ensemble des responsables politiques lisent aussi les rapports, et ils sont publics. Il n'y a pas de secret, enfin il y en a certainement, mais il n'y a pas de secret sur la situation en Libye aujourd'hui. Il n'y a pas de secret sur les centres de détention, l'esclavage, on en parlait. Pourquoi ils font rien? Pourquoi ils font rien? Peut-être ils n'ont pas trouvé les clés pour stabiliser la Libye, mais c'est un problème, effectivement, il faut intervenir. Alors, en Libye, il faut avoir des actions fortes en Libye pour faire en sorte que ce problème se résolve en Libye, pour que les gens soient pris en charge, pour que tout ça cesse, ces abus. Mais aujourd'hui, ceci n'ayant pas lieu, des gens continuent à traverser, des gens continuent à fuir, et à la fin, à mourir. Aujourd'hui, on est là, nous, pour essayer de sauver des vies, et c'est la seule ambition qu'on a. Donc non, on n'est pas un facteur, un aimant qui attire les gens, pas du tout. Et d'ailleurs, il y a un bon contre-exemple à ça qui est assez intéressant. En 2014, c'était bien avant la création de SOS Méditerranée, les Italiens, les gardes-côtes italiens ont mené une opération massive, parce que cette mer Méditerranée, il ne faut pas l'oublier, en tant qu'Européens, cette mer Méditerranée, c'est un peu la source de notre histoire. C'est pas l'étranger, c'est notre mer aussi, cette mer Méditerranée. Et ils ont monté une opération de grande ampleur, parce que personne ne faisait rien, pour essayer de porter assistance à toutes ces embarcations qui essayaient de traverser la Méditerranée, dans cette Méditerranée centrale. C'est ce qu'on appelait l'opération Mare Nostrum. Et puis... au bout d'un moment, sous pression d'ailleurs de leurs collègues européens, les Italiens ont arrêté cette opération Mare Nostrum, parce qu'on les accusait, eux. On ne parlait pas d'ONG à l'époque, on accusait le gouvernement italien par le fait de simplement faire son devoir d'aller porter assistance à des personnes qui étaient à leur porte, qui étaient en danger. On les accusait d'être un pull factor. Déjà à l'époque, ce discours était là. Et c'est une des raisons pour lesquelles Mare Nostrum a été arrêté. Et à l'époque, les chiffres sont assez clairs. Quand Mare Nostrum s'est arrêté, il y a eu plusieurs mois, de longs mois, pendant lesquels il y avait aucun navire de secours dédié, il n'y avait pas de navire de garde-côte, il n'y avait pas de navire militaire dédié, il n'y avait pas de navire d'ONG. C'est l'époque où SOS Méditerranée et d'autres se sont créés pour compenser justement cette absence de Mare Nostrum, parce que les États ne faisaient plus leur boulot. Et pendant toute cette période où il n'y avait pas de navire, il n'y a jamais eu autant de départs. Donc le lien entre existence de secours et le fait que les gens prennent la mer et se mettent en danger Ou effet retard? n'est pas du tout avéré. Ou effet retard? Effet retard sur plusieurs mois, c'est quand même assez délicat à envisager. Aujourd'hui, l'effet retard, alors je ne pense pas que les gens planifient leur départ depuis le Soudan avec l'idée que l'Aquarius sera en mer et que du coup le chemin est tout tracé. D'abord, il est loin d'être tout tracé. Aujourd'hui, on parle pour parler d'effet retard, on parle de probablement au moins 600 000 personnes qui sont bloquées dans cette situation, dans cette situation kafkaïenne en Libye. Et pour ces gens-là, oui, il faut trouver des solutions. Sinon, elles finiront par prendre la mer un jour. Donc 600 000 en Libye, plus d'1,7 million en Turquie, 2 millions en Turquie. Oui. Jordanie un petit peu, il y en a combien en Jordanie? Je ne sais pas, en Jordanie, j'ai pas On vous reproche aussi de ne pas déposer les gens que vous sauvez en Tunisie ou en Algérie. Est-ce que vous avez déjà essayé de déposer des gens sur la terre ferme, sur des pays de la région un peu plus stables? Alors,
Non, parce qu'il y a une règle qui est assez claire, c'est que quand on effectue un sauvetage, il y a 2 règles claires en droit maritime. C'est que chaque capitaine, chaque navire a l'obligation de faire tout ce qui est en son pouvoir pour porter assistance à une embarcation en détresse. Ça, c'est clair, ça souffre aucune exemption. Et c'est ce qu'on essaye de défendre tous les jours avec l'Aquarius, ce devoir d'assistance qui ne doit pas être mis en cause. Il n'y a aucune raison qu'il le soit et c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a une autre règle qui est secondaire mais qui est très importante aussi, c'est que les sauvetages, ça ne se fait pas n'importe comment et que ça se coordonne avec les États. Et donc c'est pour ça, c'est dans ce cadre-là que les États, tous les États, la plupart des États ont un centre de coordination des sauvetages. Et jusqu'à présent, nos sauvetages étaient coordonnés par le centre des sauvetages de Rome, de coordination de Rome. Et le centre de coordination de Rome nous a toujours indiqué les côtes italiennes comme étant un lieu de débarquement. Donc c'est pas l'Aquarius qui choisit où débarquer. Ça, c'est aussi quelque chose que les gens peuvent croire, mais c'est pas simplement le capitaine qui décide, tiens, aujourd'hui je vais aller débarquer en Libye ou à Malte. Ce sont les États qui doivent trouver une solution en fonction de la situation des gens à bord. La situation des gens à bord, on la connaît, pour la Libye, on la connaît. On la connaît globalement avec le nombre de personnes qui ont pu arriver sur les côtes européennes depuis des années. On sait que c'est des gens qui s'échappent de Libye et qui ont besoin que leur demande, ça ne veut pas dire qu'ils auront du succès, mais que leur demande de protection internationale soit considérée. Et jusqu'à présent, cet examen de leur situation, de leur besoin de protection internationale ne pouvait se faire que dans un port sûr, et un port sûr italien, et c'est comme ça que c'est dans ce cadre-là que le centre de Rome nous indiquait les côtes italiennes. Tout s'est compliqué évidemment depuis juin, depuis que l'Italie a fermé ses ports. Au minimum, tout le monde a eu des insultes sur son compte Facebook. C'est déjà une attaque, hein. C'est déjà quelque chose qui est relativement fort, et donc oui, notre compte Facebook, notre compte Twitter est en général un chapelet de commentaires plus ou moins haineux et assez violents, assez insultants. Heureusement compensé par aussi un certain nombre de commentaires de gens qui soutiennent l'action et qui soutiennent le principe de l'assistance à personne en danger, parce qu'on parle que de ça, grosso modo, chez SOS Méditerranée. C'est des mecs qui sont en train de boire la tasse, quand même. Voilà, et c'est ce qu'on a toujours dit. La question, encore une fois, hein, est-ce qu'il faut pas, est-ce qu'il faudrait que ces gens ne traversent pas on s'en fout. Il faut que ces gens sont en train de se noyer, et la première des choses à faire, c'est de les sortir de l'eau. Toutes les autres questions, on a tout à fait le droit de les poser après, à terre, dans des conditions acceptables, humaines, dignes. Et c'est ce que fait l'Aquarius, comme ce que font tous les marins depuis maintenant des dizaines d'années. Donc voilà, on a ce dialogue, si on peut appeler ça un dialogue, disons que cette suite de monologues, comme commentaires sur nos comptes Facebook et Twitter, des gens qui soutiennent le principe, des gens qui nous accusent de tous les maux. C'est pas vraiment un dialogue. Est-ce que vous avez déjà essayé d'organiser un dialogue calme? Est-ce que vous avez déjà essayé de les emmener sur le bateau pour voir ce qui se passe? On essaye d'être pédagogue, d'expliquer, de clivage extrême sur des sujets. On parle de personnes qui se noient, hein. On parle de, j'aime pas utiliser le mot, mais on parle de valeurs, on parle de principes. Est-ce que ça viendrait à l'idée de qui que ce soit, les gens du Front National inclus, et je ne le pense pas. Ces gens-là, je pense, quand ils sont témoins d'un accident de la route, ils arrêtent leur voiture, ils vont donner un coup de main, et c'est naturel, et heureusement qu'ils le font. Donc il n'y a aucune différence, c'est juste quelque chose qui est fait à plus grande échelle, et dans un principe aussi de ce qui a cimenté, grosso modo, la façon de vivre ensemble en Europe, et c'est quelque chose que je ne me résous pas à avoir dénigré et à avoir ignoré, parce qu'il y a ceux qui dénigrent et puis il y a ceux qui disent rien, et ceux-là je leur en veux beaucoup aussi dans les hommes politiques. Il y a un témoin gênant en moins, on en parle moins, et puis finalement, je ne sais plus quel commentateur disait l'autre jour, et a raison, que finalement un problème dont on ne parle plus, c'est un problème qui n'existe plus. Et tous ces gens-là qui étaient déjà extrêmement anonymes n'existent plus. Donc c'est et ça, je ne peux pas m'y résoudre. Et je trouve que les gens qui ne se positionnent pas, les politiques qui n'essayent pas de montrer, de construire un projet alternatif au projet d'exclusion qu'on voit aujourd'hui, ils sont coupables. Oui, ils sont coupables de ne pas essayer, et je ne prétends pas trouver la solution, mais de ne pas essayer de réinsuffler une base. Il y a une ligne rouge qu'on peut pas franchir, et la ligne rouge, c'est les valeurs, et on est en train de la franchir. On est en train de franchir cette ligne rouge et de dire, bah non, finalement, quelqu'un qui se noie, quelqu'un sur le bord de la route, c'est pas si grave. C'est des sauvages. La fin justifie les moyens, et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas laisser passer, et contre lequel on va continuer à se battre avec énormément de détermination. Vous êtes croyant? Non. Les gens qui sont dans votre organisation sont croyants? Il y en a, oui. De quel type de confession? Il y a des catholiques. Je demande rarement aux gens leur confession, et puis ils la gardent pour eux. Je sais qu'il y a des gens qui ont une foi importante catholique, oui.
C'est un peu les fondements du catholicisme, d'aider son prochain, Oui. non?